Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous. Tranche de livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Nous allons rester ensemble pendant une demi-heure avec une présentation de l'actualité des livres. Et aujourd'hui, un thème, le terrorisme. Tout d'abord, il est difficile de ne pas avoir une pensée pour les victimes des attentats de 2015, qu'il s'agisse de ceux de janvier et de novembre. Donc la station a une pensée émue pour les familles et les amis des victimes. De façon pertinente, avec les ailes du désespoir, Roseline Durand-Ruel nous fait pénétrer dans l'univers du terrorisme international au travers d'un récit haletant de vengeance et d'amour. David Sarfati est un juif séfarade, élevé au Maroc. Il est amoureux de Alia Stebi, qu'il a rencontrée lorsqu'ils étaient tous deux enfants à Casablanca. Bizarrement, elle a tardé à le rejoindre à New York, où il travaille chez Merrill Lynch. Peu de temps après leur mariage, elle est tuée dans les Twin Towers pendant les attentats du 11 septembre 2001, où elle travaillait. Il découvre dans une lettre testament qu'Alia a été violée par une relation de sa famille, un certain Aziz, et qu'un enfant, Naïma, est né pour être confié à une famille de paysans dans l'Atlas. Alors, David est submergé par un désir de vengeance, tant à l'égard des salafistes que d'Aziz, et infiltre les réseaux intégristes en se faisant passer pour un arabe dont il invente le personnage. S'enclenchent alors de nombreuses péripéties, allant de Londres au Maroc, en passant par la France. David s'imprègne du Coran et de ses tendances intégristes pour donner le change. Il finit par assouvir, après des rebondissements improbables et une altération de sa personnalité, son projet mortifère. C'est un livre écrit à l'anglo-saxonne avec une pléiade de personnages, mais une qualité d'écriture remarquable tant au niveau de la syntaxe parfaite que du vocabulaire riche, de la clarté d'écriture, et le tout dans une ambiance haletante. 400 pages de pur bonheur éditées par Albin Michel, Les ailes du désespoir, pour 21,50 € en version brochée. Vous pénétrez dans l'univers du terrorisme international au travers d'un récit haletant de vengeance et d'amour. Je voudrais, avant de passer la pause musicale, indiquer qu'il s'agit d'un morceau d'Eagles of Death Metal, le groupe de rock américain qui s'est produit le 13 novembre dernier et qui est revenu la semaine dernière à l'Olympia, Now I'm a Fool.
l'émission littérature de Radio Arverne. En partenariat avec la librairie Les Volcans. Bonjour Roseline Durand-Ruel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer avec nous votre excellent livre édité par Albin Michel et qui est paru tout récemment en librairie le 4 février. Oui. Vous êtes historienne de formation et longtemps antiquaire de métier, vous fûtes. Peut-on en savoir davantage sur vous ? Écoutez, pour résumer, je suis une espèce de globe-trotter assez curieuse, curieuse surtout de connaître des autres cultures, des autres façons de penser que la mienne. On peut dire que ma vie ressemble à une espèce d'accumulation d'expériences et surtout de rencontres avec des dialogues à l'appui. Et puis plus récemment, maintenant que j'ai un peu levé le pied sur mes activités, on pourrait dire que je poursuis des études en vue d'écrire des romans. Dans mon premier livre, je m'étais intéressée à la Chine, et puis voilà, maintenant je suis passée au sujet que nous allons aborder. Un livre remarquable qui nous fait pénétrer dans la psychologie de la violence préméditée, au cœur des événements graves liés au djihadisme. Et au moment de la déclaration historique de l'islam de Marrakech, qui est récente, votre livre va sûrement faire débat. Alors ça, c'est vous qui le dites, hein. La déclaration de Marrakech porte sur les droits des minorités religieuses dans le monde islamique et elle précise surtout qu'instrumentaliser les religions n'est pas autorisé. De mon point de vue, elle est extraordinairement courageuse et en conséquence, j'espère qu'elle aura une portée sur ceux qui enseignent l'islam, sans en être sûr, mais j'aimerais. C'est ce qui rend la sortie de votre livre tout à fait pertinente. D'ailleurs, nous reviendrons dessus. Et ma toute première question, c'est de vous demander qu'est-ce qui a pu motiver le souci d'écrire un livre sur ce thème ? Rappelons qu'il s'agit avant tout d'une histoire d'amour avec un grand A. Et si je m'intéresse à la religion, à la politique, c'est surtout dans la mesure où, comment dirais-je, ces deux éléments peuvent susciter des contextes existentiels extrêmes. On a connu le nazisme et le communisme, mais maintenant, on peut dire qu'on affronte l'islamisme. Et ces phénomènes effrayants, je crois, déclenchent chez l'homme des émotions tout à fait particulières, ou on pourrait dire qu'ils décuplent les sentiments de l'homme. Et bien sûr, ces circonstances extrêmes sont très inspirantes pour un romancier qui, comme moi, se plaint plutôt de la tiédeur ambiante. Cela dit, je vous précise que dans mon cas, j'ai effectué un voyage de travail à New York, juste dans la foulée des attentats, et je suis sûre que ça a joué un grand rôle. J'ai été extrêmement marquée, et je me souviens même de m'être posé certaines questions par rapport à moi-même, par l'atmosphère qui régnait là-bas. Je me souviens à chaud de me demander vraiment, qu'est-ce que je ferais si l'homme qui partage ma vie avait disparu dans cette horreur. Pourtant, l'idée de ce roman est née des années plus tard. Je pense que ça a dû macérer dans mon cerveau. Allez savoir pourquoi, un beau jour, il m'est apparu, comment je pourrais expliquer, statistiquement incroyable que sur les 2600 et quelques victimes qui sont mortes ce jour-là, aucun proche ne s'est jamais manifesté à titre personnel ou individuel. Oui, il y a bien eu des associations de victimes pour réclamer entre autres une enquête à Washington, mais à ma connaissance, personne ne s'est jamais démarqué par une quelconque action d'éclat. Alors on peut dire que j'ai voulu créer la réaction qui manquait au tableau statistique. Oui, ça m'a paru tout d'un coup étrange. Je me suis dit, c'est fou quand même que personne, mais je sais pas, même avec un panneau dans la rue pour dire qu'il appelait à une réaction. Rien ne s'est passé. Vous avez été le porte-parole de la majorité ou la minorité, dirons-nous, silencieuse en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. Les vertus toutes premières d'ailleurs d'un livre sont évidemment celles de distraire. Donc là, vous êtes arrivé à votre objectif. Mais notamment, le plus intéressant, c'est d'instruire. Et la lecture de votre roman prend un caractère très documenté,
en l'occurrence, et ça m'a beaucoup appris sur l'environnement humain des attentats, sur quoi vous avez fait allusion, les conséquences directes des attentats. Je dirais même, surtout, on rentrera même dans la logique des secrets de la préparation et des réseaux qui gravitent autour des terroristes et des services de renseignement, les fameux services secrets. Alors, sans faire de jeu de mots, je dirais que les secrets des services, vous êtes quand même parvenu à les pénétrer. Écoutez, alors il y a deux choses dans votre question. En partant du 11 septembre, j'ai pas eu beaucoup de mal à inventer l'histoire dans ses grandes lignes. Par contre, le début était assez facile à écrire et la suite s'est révélée un espèce de défi au quotidien, et je peux vous l'avouer, j'ai été vraiment à deux ou trois fois, j'ai été très proche d'abandonner. Enfin, vous serez d'accord avec moi que tout est une question de travail et puis aussi de temps, parce que il suffit pas d'apprendre, à mon avis, il faut aussi digérer. Et quant à ma connaissance des services secrets, j'ai aussi pas eu tellement d'informations. Vous savez, ces gens-là, tant qu'ils sont en activité, ils sont plutôt avares. Oui, et heureusement qu'ils se précipitent sur des feuilles blanches dès qu'ils sont à l'âge de la retraite, sinon j'aurais eu beaucoup de mal. Mais au final, je n'ai aucune idée, hein. C'est vous qui pouvez me le dire, si mon histoire s'apparente vraiment à la réalité. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça a une importance. Ce qui m'a frappé, c'est le caractère très documenté de votre roman, parce que c'est très instructif, et au-delà des services secrets, de l'aspect mystérieux du renseignement, vous êtes arrivé dans un décryptage subtil des différents courants de l'islam, parce que l'islam, en fait, c'est pas un monolithe, c'est une sorte de religion très protéiforme, avec plusieurs courants contraires. Et je pense qu'à l'instar de votre héros du livre, qui s'appelle David, vous avez cherché à pénétrer les milieux de l'islam ou simplement visiter le dogme religieux? J'aime bien votre expression, visiter le dogme religieux. Encore que je ne suis pas complètement sûre de toute la signification que vous lui donnez. Non, j'ai fait une tentative, mais en définitive, je n'ai pas vraiment réussi à approcher les milieux religieux. Enfin, j'ai approfondi, j'ai lu énormément d'ouvrages historiques sur l'islam, et je me suis également plongée dans les textes religieux à proprement parler. Autrefois, j'ai vécu dans ce qu'on appelait le Golfe Persique, et je vous avoue que je regrette rétrospectivement de ne pas m'être penchée sur un islam qui, soit dit en passant, et vu de loin, paraissait extrêmement tolérant. Enfin, j'ai rattrapé le temps perdu, et je n'ai bien sûr, je vous le dis, aucune prétention en la matière. Non, j'en conviens. Sur l'approche de la religion, le Coran, on pense souvent à l'interprétation qu'on en fait. Et c'est ce qui fait que les fondamentalistes s'opposent aux modérés. Et ces courants contraires agitent un petit peu le milieu du terrorisme. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour rester avec David Sarfatis, juif séfarade, on le retrouve avec une personnalité assez complexe, tiraillée entre une mémoire, une morale personnelle assez stricte, et puis on va dire une sexualité que je qualifierais décomplexée. Hein. Et puis là, vous avez tout d'un coup songé à en faire un assassin. Alors, est-ce que vous y avez pensé tout de suite, ou est-ce que ça a évolué au fur et à mesure de votre écriture? C'est une très bonne question. Vous savez, au fur et à mesure que vous écrivez un livre, les personnages, c'est le cas de le dire, prennent des ailes. Et même, je dirais qu'ils vont jusqu'à vous échapper. En y repensant, je crois comme vous, comme n'importe quel lecteur, j'ignorais jusqu'où le héros était capable d'aller. Et par ailleurs, vous avez raison de dire que le héros est tiraillé entre, comment je pourrais dire, une foi entre l'humanisme et un besoin incoercible de venger la mort de sa femme. C'est très difficile de justifier pour les humanismes la loi du talion. Mais est-ce que vous ne croyez pas, comme moi, qu'elle trouve sa validité en temps de guerre? Si on réfléchit, je crois que vu de la lorgnette allemande, les résistants français étaient aussi des terroristes. Donc si je devais dire quelque chose en conclusion, je dirais que j'ai certainement
inconsciemment, je précise, inconsciemment, voulu sonner un peu une alarme, dire que l'attitude qui consiste à faire le gros dos ne me semble pas la bonne. Vous savez, je crois que le débat en France c'est difficile. Il est un peu confisqué sous prétexte d'humanisme, et moi ça me paraît dangereux. La passivité et la politique de l'autruche, vous savez, sont porteuses de nombreux maux. Moi, j'ai bercé enfant dans une famille très intéressée par la politique, et je me souviens beaucoup de mes grands-parents discutant de l'attitude de Chamberlain et de Daladier avant Munich. Oui, tout à fait. Et je crois aussi que ça m'a influencé quelque part. Cette espèce de passivité ou de vouloir croire à tout prix que la menace n'est pas réelle. Moi, je préfère la mesurer. La loi du talion, pour moi, c'est pas quelque chose de génétique, parce que c'est vrai que David Sarfati, c'est un juif séfarade. On sait très bien que Israël, pour aller un peu plus loin au-delà de votre livre, a une théorie qui consiste à dire on frappe Israël frappe. Certaines personnes pensent que la loi du talion résout les problèmes du terrorisme. Je pense que entre faire dos rond et puis se venger dans une escalade, c'est là que votre héros, en fait, s'est laissé pousser les ailes du désespoir. J'ai l'impression d'avoir décrypté le titre de votre livre comme ça, moi. Tout à fait. Oui, il s'est laissé pousser le pauvre les ailes du désespoir. Oui, il a évolué, votre personnage. J'ai l'impression qu'au départ, il n'était pas fait pour tuer. Personne n'est fait pour tuer. Et tout le monde a des goûts de vengeance, des envies de meurtre. Et irons-nous jusqu'au bout de notre démarche? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Votre livre fait débat là-dessus. Moi, je pense que c'est pour ça que je l'ai introduit sous cette forme-là. Non, mais je suis d'accord avec vous que le héros évolue progressivement à mesure qu'il prend conscience qu'il n'arrive pas à survivre sans sa femme et qu'il ne veut pas, enfin pour des raisons personnelles, il choisit de ne pas se suicider. Il ne trouve une justification dans le fait de continuer à vivre que dans cette vengeance. Pour revenir au contexte que vous avez évoqué, notamment celui du World Trade Center, puisque les événements tragiques sont l'élément déclenchant, en fait, votre livre va se situer, je dirais, avant, pendant, après. Alors, je m'explique. La sortie de votre livre se situe, en fait, postérieurement aux attentats du mois de novembre. On est d'accord ? Oui. Si on tient compte des délais de parution, on peut considérer que vous avez écrit le livre avant les attentats parisiens du Bataclan. Et oui, vous étiez en cours d'écriture, quoi. Je vais vous dire, non, mais ça remonte à plus longtemps que ça. En tout cas, tout ce qui concerne la partie... je crois qu'il me manquait 2 chapitres quand se sont produits les attaques contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Et d'ailleurs, je peux vous dire que, outre ma solidarité et ma compassion, je me souviens d'avoir éprouvé quand même un malaise, comme si mon livre avait tout à coup quelque chose de prémonitoire. Et puis, pour la petite histoire, dans un deuxième temps, j'ai aussi suivi le conseil de mon meilleur ami. J'ai déposé le manuscrit auprès d'un site spécialisé. Ça, c'était en janvier, dans les quelques jours qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo. Donc, non. Votre livre ne peut pas vous faire le grief, justement, d'exploiter la situation. C'est pour ça que je tenais à bien préciser que vous êtes dans une situation étrange d'un écrivain qui se retrouve confronté à une réalité qui va dépasser sa propre fiction. Mais vous êtes complètement dans le vrai. Et c'est ce que je me suis dit en janvier 2015, comme quand le Bataclan a été attaqué. Je me suis dit, jamais j'aurais pensé que mon livre allait sortir dans un contexte aussi brûlant. Au contraire, j'ai essayé plutôt d'exorciser une menace. Et puis voilà, il est sorti exactement... oui, il était en cours d'impression déjà après les attentats du Bataclan. Non, c'est affreux. C'est vrai que moi, personnellement, ça m'a créé beaucoup de malaise. Parce que je ne voulais absolument pas faire un fonds de commerce
des événements actuels. Alors je tiens à le dire parce que moi quand j'ai choisi ce livre à la librairie Les Volcans, qui est notre partenaire, j'ai pris la 4e de couverture et très honnêtement j'ai lu au départ une histoire d'amour. Alors il faut que les choses soient claires, les hommes vivent dans un environnement absolument sauvage et il ne faut pas surtout penser que c'est un livre, le énième, qui va commencer ou terminer une série de livres sur les attentats. C'est un livre en fait qui a un environnement dans lequel on doit vivre malheureusement et avec des personnes qui nous sont absolument hostiles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand je suis arrivé à la page 229, je me suis attardé sur une question que je me suis posée. Vous avez quasiment écrit les questions que je me suis posées. Ah oui, là, carrément. Là, je vais vous lire exactement, enfin, je ne vais pas vous lire votre livre, mais pour les auditeurs, puisque vous connaissez mieux que nous, le produit explosif de la précarité, de l'extrémisme. Alors, ce seraient des cerveaux plus faciles à laver, que les facultés d'empathie semblaient n'avoir pas su s'y développer. Mais alors, pourquoi, comment expliquer cette faillite, une fragilité particulière, des familles déficientes, l'école de la République ne n'aurait-elle pas un accès automatique à l'ascenseur social, le déracinement, le dérichement. Alors, je passe des meilleurs parce que je veux pas lire tout le livre, mais il y a une page totale, et cette page-là, elle est essentielle, parce que vous avez, à mon sens, posé la même question que je me pose, c'est de chercher à comprendre comment un jeune, un terroriste, parce qu'en principe, ce sont quand même des jeunes gens, qui se radicalisent et qui en arrivent en fait à des extrémités de cette façon. Alors, on est en droit de se poser des questions qui constituent ce qu'on appelle des demandes d'explication. Et on se voit opposé par bien sûr les partisans de la vengeance du talion, en disant oui, mais vous leur trouvez des excuses. Moi, je pense que pour comprendre le terrorisme, il faut peut-être se poser quand même les questions. Je ne vous dis pas qu'on apportera les réponses et qu'on donnera les circonstances atténuantes, mais vous avez une idée sur comment vous êtes interrogé sur ces gens-là? Vous savez que dans le cas du héros, je crois qu'essayer de comprendre est essentiel, parce qu'il fallait quand même pouvoir évaluer à quelle sorte d'ennemi il a affaire. Cela dit, je vous dis tout de suite que de mon point de vue, quelles que soient les frustrations, quels que soient les traumatismes, ils existent, on est d'accord, qui ont conduit ces hommes à se radicaliser, rien, jamais rien ne peut atténuer leur responsabilité dans l'assassinat d'innocents. Mais je vois pas pourquoi le fait d'essayer de comprendre, moi je trouve que ça n'atténue rien d'essayer de comprendre, mais même de poser, je suis sûre que ces gens ont souffert. Je suis sûre ils ne sont pas devenus radicaux du jour au lendemain sans raison. Mais moi je trouve que ça les exorcisme. Oh là là, j'arrive plus à parler. Mais c'est pas grave, je peux comprendre très bien votre pensée. Leurs responsabilités restent absolument les mêmes, et si on tue une innocente victime, peu importe qu'on ait des circonstances atténuantes, on est responsable. Alors, le livre, il est intéressant parce que, à défaut d'apporter des réponses politiques, religieuses et métaphysiques, il est vrai que on va sur le terme quasiment de notre émission, on me fait signe, c'est terrible cette horloge qui tourne, ce qui prouve que malheureusement votre sujet est intarissable. Pour aller vers la fin, on va dire qu'en fait entre l'islam et la religion juive, moi je trouve des parentés étranges, ce qui a peut-être permis à votre héros de pouvoir infiltrer les milieux djihadistes. Et ce livre-là, je vais vous dire, moi, il est intéressant parce qu'il faut que les responsables politiques le lisent, parce que vous avez donné au rôle du renseignement, à l'infiltration, un véritable rôle. Qu'on s'en fout que le gars il tue ou il tue pas, qu'il se venge. Ce qui est intéressant, c'est sa façon de rentrer dans les réseaux. Et je pense que le rôle du renseignement est mis en évidence dans votre livre. Là, c'est peut-être la force du roman. Bon, moi je trouve ça formidable. Je vous dis franchement que j'ai pas eu beaucoup d'occasions d'approcher ces gens-là. J'aurais bien aimé, mais je suis sûre que même en admettant que
je suis sûre qu'en imaginant la situation, si je me mets à incarner quelqu'un qui décide d'infiltrer, je dois pas être tellement loin de la vérité. Bien, on va penser, disons, à notre héros David, qui est partagé entre l'amour et la haine, l'amour d'une femme qu'il a perdue et la haine de l'ennemi qu'il va falloir bien évidemment éliminer. On arrive bien sûr malheureusement au terme de notre entretien. Pour le clôturer, vous passerai un morceau de musique qui vous fera certainement plaisir, qui restera dans la tonalité de votre ouvrage. C'est La chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Et je vous remercie, Roselyne Durand-Ruel, pour votre disponibilité, votre gentillesse. Mais c'est moi qui vous remercie. Et je vais rappeler à nos auditeurs que votre livre, Les ailes du désespoir, édité chez Albin Michel, est disponible dans toutes les bonnes librairies, chez notre partenaire. Nous avons été enchantés d'en savoir plus sur vous et d'avoir passé une demi-heure d'antenne très agréable. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur de tout pour ce très beau livre, Les ailes du désespoir. Et moi, j'aime votre enthousiasme. Merci beaucoup. Oui, moi, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous étiez sur Radio Arverne 100.2, tranche de livre, avec Roselyne Durand-Ruel, Les ailes du désespoir chez Albin Michel. Ainsi s'achève notre émission sur ces notes de Richard Wagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre rendez-vous de lundi, 12h30. Au revoir et merci. La librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand vous a présenté Tranche de livre, votre émission littéraire. Retrouvez toute l'actualité de votre librairie sur le site www.librairielesvolcans.com.